Bonjour, aujourd'hui on parle de contrôle de la qualité et de la réglementation qui entoure l'industrie alimentaire, pas simplement au niveau microbiologique. Euh, Ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui dans la petite capsule vidéo, on ne va pas étudier dans le détail toutes les réglementations québécoises, canadiennes, puis internationales. OK? C'est pas ça l'idée, il y aurait beaucoup trop de matériel pour une période de quelques heures. Donc, l'idée, c'est de vous donner les outils, de vous montrer où trouver l'information pour aller chercher euh, des données, de l'information en rapport avec certaines normes nationales ou internationales. Donc, on ne va pas avoir un cours complet sur l'étude de ces normes-là, mais au moins vous saurez ce qu'elles sont, où est-ce qu'on peut les trouver aussi. Donc, commençons avec le contrôle de la qualité en parlant des enquêtes épidémiologiques. C'est quoi une enquête épidémiologique? Bien, ça peut se faire à plusieurs niveaux. Okay? Si on parle, par exemple, de maladies infectieuses comme la COVID-19, la grippe, ou une épidémie de gastro, peu importe. Donc, on peut essayer de trouver quelle est l'origine du problème. Okay? Quelle est la source? Donc, par exemple, pour la COVID-19, on semble, disons, pointer vers certains animaux, chauves-souris, pangolins, qui auraient été manipulés, par exemple, dans des marchés publics dans la province du Wuhan. Donc, ça peut ressembler à ça. Mais dans le domaine alimentaire, une enquête épidémiologique, ça peut être pour essayer de trouver la source d'une contamination alimentaire. Par exemple, si on travaille, quelqu'un travaille à l'hôpital, puis les gens réalisent que, bon, il y a 20 personnes qui sont tous arrivées un vendredi soir à l'hôpital avec des intoxications alimentaires, eh bien là, on peut essayer de vérifier avec qui ils étaient, où est-ce qu'ils sont allés, qu'est-ce qu'ils ont mangé, puis enquêter, pousser l'enquête, dans le fond, en fonction des résultats que nous obtenons. Donc, est-ce qu'ils sont tous allés dans le même restaurant? Est-ce qu'ils ont tous mangé des plats préparés par une compagnie X, à un buffet quelconque? Donc, c'est ce genre de choses-là, okay, au niveau alimentaire, où on peut pratiquer une enquête épidémiologique. Même chose pour la listériose. Quand il y a eu les cas au Québec, ben, on a voulu savoir pourquoi les gens mouraient de cette maladie-là, qui est quand même une maladie rare. Puis on a fini par, okay, au fil de l'enquête, démontrer que c'était des viandes froides qui provenaient d'une usine en banlieue de Toronto, de la compagnie Maple Leaf, etc. Donc, les enquêtes épidémiologiques vont nous aider à faire ça. Donc, ça peut être quoi ou ça peut servir à quoi? Donc, enrayer une épidémie. Okay? Donc, ce qui pourrait, entre autres, impliquer des rappels alimentaires. Et ça, on en voit souvent. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à la liste d'envoi de la CIA et vous recevez automatiquement les rappels alimentaires. Fait que ça peut être pratique pour vous. Okay? Par exemple, si quelqu'un, je sais pas moi, un restaurant, puis il y a un rappel alimentaire pour la laitue, mais ça peut être intéressant de le savoir avant d'en servir à ses clients, pour ne pas que la faute tombe sur votre resto et non pas sur l'approvisionnement en laitue, par exemple. Il y a aussi bon, les interventions dans les restaurants, les épiceries. Donc, si on réalise, par exemple, que dans une épicerie X, le comptoir des viandes froides, semble y avoir un problème avec la trancheuse contaminée. Puis là, tous les clients qui, pendant une fin de semaine, sont allés chercher des viandes froides ont tous été malades. Donc, on peut enrayer le problème comme ça. Ça peut être aussi pour acquérir des connaissances. Donc, on apprend de ces épidémies-là, on apprend des erreurs qui sont commises aussi. Donc, à partir des épidémies ou erreurs du passé, on ajuste peut-être le nombre d'inspections. Est-ce qu'on doit faire plus d'inspections dans les restaurants, plus d'inspections dans les épiceries, chez les traiteurs, par exemple? Puis bon, ben, les informations à aller chercher, qu'est-ce qu'on doit aller chercher comme information? Okay? Si on faisait nos visites d'inspection, on va dire, je ne sais pas moi, une fois par mois, mais peut-être qu'il y a des informations qu'on oublie d'aller chercher. Est-ce qu'il y a des prélèvements qu'on devrait faire plus souvent? Est-ce qu'il y a des questions qui devraient être posées? Est-ce qu'on devrait vérifier la température plus souvent des réfrigérateurs pour voir si les viandes sont maintenues à une bonne température? Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on doit aller chercher et avec le bagage qu'on accumule, bien, avec le temps, on devient de plus en plus performant. Les trois étapes importantes d'une enquête épidémiologique, donc suite à une plainte du public ou des professionnels de la santé, donc comme je le disais, là, si des gens travaillant dans les hôpitaux ou dans une clinique médicale réalisent qu'il y a plein de personnes qui tombent malades puis ils arrivent tous du même endroit, bien, on peut sonner l'alarme un petit peu. Okay?
ou ça peut être des plaintes de clients. Si 10 clients appellent pour porter plainte dans un restaurant ou pour porter plainte contre un service de traiteur ou contre un restaurant, une épicerie, eh bien là, il faut réagir. Okay? Il faut que les personnes impliquées, il ne faut pas qu'ils se cachent et disent « Oh non, non, c'est pas moi », mais il faut qu'ils fassent leur recherche puis il faut qu'ils vérifient peut-être leur façon de faire ou leur chaîne de préparation des aliments pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres problèmes, puis peut-être même des victimes. Okay? Donc, il faut réagir. Donc, les 3 étapes. Interrogatoire des malades et investigation sur le terrain. Donc, on pose des questions aux personnes. Okay? Qu'est-ce que vous avez mangé? Étiez-vous avec d'autres personnes? Je ne sais pas moi, soit des témoins ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans votre groupe qui sont malades aussi? Puis d'aller sur place, puis de regarder ce qui se passe. Okay? Si on voit qu'il y a des manquements graves dans la préparation des aliments, dans l'entreposage des aliments, dans la salubrité des lieux, est-ce qu'il y a des traces ou des excréments de rongeurs? Y a-t-il des coquerelles? Y a-t-il des insectes dans la cuisine? Ça peut être des indicateurs assez importants. Ensuite, prélèvement et analyse des échantillons. Donc, prélever dans les endroits qui nous semblent suspects, puis faire les bonnes analyses. Donc, est-ce qu'on recherche, par exemple, la salmonelle? Si tout le monde a une salmonellose, on va prendre des milieux de culture ou des tests spécifiques pour la salmonellose, puis on va aller faire les prélèvements dans les cuisines. Okay? Là où le poulet est entreposé, là où le poulet est préparé, etc. Puis ensuite, on analyse les données, puis on émet un rapport final. Donc ça, c'est les 3 étapes de l'enquête épidémiologique. Dans le fond, là, je vais reprendre chacune des étapes avec un petit peu plus de détails. Okay? Donc, première étape, l'interrogatoire des malades et investigation sur le terrain. Donc, l'histoire des personnes malades. Où êtes-vous allé? Qu'avez-vous mangé? Interrogatoire des autres personnes exposées. Interrogatoire du personnel qui a manipulé les aliments. Okay? Parfois, puis j'ose espérer que souvent, c'est pas la faute, ou du moins, c'est pas volontaire de la part des gens qui préparent les aliments. Je vais vous montrer des exemples tout à l'heure, okay? Où, entre autres, c'était un traiteur en particulier qui était ciblé. Donc, peut-être que la personne, elle a fait des erreurs, ont contaminé les aliments de façon accidentelle, mais on s'entend que personne ne souhaite ça. Vous ne voulez pas être la cause de dizaines de personnes malades. Ça ne fait pas un très bon nom pour votre compagnie. Okay? Donc, interroger les personnes qui ont manipulé les aliments, qui ont préparé le tout. Vérification des conditions sanitaires de l'établissement. Donc, encore une fois, on fait le tour. Okay? Là où, par exemple, la nourriture du banquet est préparée, donc, est-ce que c'est salubre? Est-ce qu'il y a de l'infiltration d'eau? Est-ce qu'il y a des moisissures? Comme je l'ai dit, est-ce qu'il y a des insectes? Est-ce qu'il y a des mouches? Est-ce qu'il y a des coquerelles? Il y a des déjections de rongeurs? L'entreposage des aliments n'est pas adéquat. Il y a peut-être des restants soit de viande ou de fromage qui sont réutilisés par la suite. Donc, les produits ne sont peut-être pas super frais, donc il faut regarder ça. Donc, je vous montre 2 exemples. Okay? Donc, ça, c'était dans le Acadie Nouvelle. Okay? Donc, enquête sur une intoxication alimentaire à Edmundston. Puis, c'était quand même pas moins de 80 personnes qui avaient eu une gastro. Avec pas mal, toutes les personnes avaient les mêmes symptômes. Puis, ça semblait pointer là, vers un service de traiteur. Okay? Ainsi que les employés là, qui avaient dû identifier la source du problème. Bref, ce sont des choses qui se produisent. Puis, plus récemment, puis peut-être un petit peu plus près de nous, au Québec. Donc, c'était, ça ne fera pas une bonne publicité, là, je m'en excuse, mais le traiteur Banquet Huguette, okay, qui a été la cause, en fait, qui a gâché le party de Noël de ben du monde au Saguenay en 2019. Donc, il y a eu, je ne sais plus c'est combien de personnes, là, mais dans une même famille, okay, des 14 personnes de notre groupe, 8 ont été malades. Puis dont un enfant de 13 ans puis une dame de 76 ans qui avait été très, très, très malade. Puis, donc, une centaine de cas, tous des utilisateurs de ce service de banquet-là. Puis, tout le monde a passé un très mauvais Noël, on va le dire comme ça. Ensuite, prélever et analyser les échantillons. Donc, idéalement, il faut le faire rapidement. Puis, des fois, c'est même pas possible parce que si c'est, par exemple, un service de traiteur, il ne reste plus d'aliments. Par exemple, si la famille a
à la fin de la soirée, a tout jeté. Donc, c'est difficile de faire un prélèvement au niveau, par exemple, des sandwichs, des salades qui restaient pour voir dans quel aliment se trouvaient les bactéries pathogènes ou les toxines. Donc, il faut intervenir rapidement. Quand vous avez la chance de récupérer les échantillons, bien, il faut les maintenir au froid. Okay? Pas les congeler, parce qu'on ne veut pas tuer les micro-organismes qui seraient présents dedans. Donc, on les garde au froid pour pouvoir justement vérifier la présence de bactéries ou de toxines ou de n'importe quel autre type de micro-organisme, dans le fond, qui pourrait être présent, mais il faut maintenir les micro-organismes en vie. Analyse des données et rapport final. Donc, est-ce que c'est un aliment particulier qui va être retiré du marché? Je reviens sur l'exemple des viandes froides Maple Leaf. Quand il y a eu les cas de listériose au Québec, oui, Maple Leaf ont dû retirer leurs produits du marché pendant un certain temps, mais il y a aussi plein de fromageries qui ont vu leurs étagères être vidées de façon assez cavalière, okay, par les inspecteurs, même si la source n'était pas très claire que c'était vraiment les fromages le problème. On savait qu'il pouvait y avoir de la listériose, de la listeria qui cause la listériose dans les fromages, puis on a tout simplement tout retiré. Donc, ça a été des pertes économiques, ça a été des pertes de fromage, parce qu'il y avait peut-être des fromages dedans qui étaient encore parfaitement corrects pour la consommation. Donc, parfois, c'est justifié de les retirer du marché, mais il faut y aller de façon logique, là. Ensuite, est-ce que l'établissement alimentaire en cause peut être fermé ou devoir corriger rapidement la situation? Donc, ce n'est pas impossible qu'on demande à l'établissement de fermer ses portes jusqu'à ce qu'il y ait amélioration. Par exemple, nettoyer les cuisines de fond en comble. L'usine, encore une fois, je me répète, de Maple Leaf, donc a fermé ses portes. Ils ont nettoyé le tout de fond en comble. Ils ont instauré de nouvelles pratiques pour les employés. Donc, ils ont... Maintenant, Maple Leaf, là, moi, j'achète ma viande Maple Leaf. Je les ai assez critiqués par le passé. Mais bon, maintenant, c'est peut-être l'usine ou les usines qui sont les plus... qui exigent les plus hauts standards, okay, de salubrité. Puis ensuite, ben, c'est là qu'on voit parfois dans les journaux, les avis publics, okay, qui sont diffusés pour dire, bon, bien, tel restaurant a reçu une amende de 5 000 $ pour insalubrité. Puis quand vous regardez ça, normalement, il faut que ça sonne des cloches. Il ne faut pas que vous dites, oh my God, je sais pas moi, tel buffet vient d'avoir une amende de 5 000 $ pour insalubrité dans la cuisine. Ben, il faut peut-être changer vos plans si vous pensiez aller dîner là. Okay? Moi, j'attendrai quelques semaines là, pour qu'il y ait des changements qui opèrent. Donc, avis public, c'est jamais une bonne publicité, malheureusement, pour le restaurant, pour l'établissement, pour le service de traiteur. Ce petit bout de chapitre, okay, vous pouvez avoir de l'information supplémentaire, donc complétez le tout en lisant une partie du chapitre 8 dans votre manuel et allez voir les questions et faites-les à la fin. Deuxième partie de ce mini-chapitre, là, je vais vraiment vous présenter les différents liens, les différents sites web pour aller chercher de l'information sur la réglementation. Okay? Que ce soit des normes ISO, les règles canadiennes, les règles québécoises au niveau de la MAPAC, plein de choses, okay, du MAPAC. Donc, pour la deuxième partie de ce petit cours, donc on va regarder plus l'aspect réglementation. Je vais vous montrer où aller trouver de l'information pour la réglementation québécoise, réglementation au niveau canadien, réglementation internationale, puis les différentes normes ISO ou quoi que ce soit, donc, ou organismes internationaux aussi. Donc, l'idée, ce n'est pas d'étudier tout ça par cœur, mais de savoir où aller chercher de l'information. C'est vraiment ça qui est le plus important à retenir là-dessus. Donc, pour le règlement sur la salubrité des aliments au Canada, c'est un document quand même assez important. C'est un document de 35 pages, si je me rappelle bien. 38, je n'étais pas loin. OK? Donc, vous avez la version francophone, version anglophone. Donc, vous pouvez aller lire ça. Plein d'informations, encore une fois, là-dessus. Je ne veux pas le lire avec vous, toute évidence. Mais sachez que ça existe. Sachez que c'est important. Puis, vous saurez maintenant où aller le chercher. Donc, vous avez l'adresse ici, l'adresse web pour le document PDF. Puis, les principales mesures de contrôle préventif. Okay, ça, c'est intéressant. Je vais vous montrer la petite infographie qui est ici. On va la regarder ensemble. Donc, les principales mesures de contrôle préventif pour la salubrité des aliments. Donc, comment préserver la salubrité des aliments?
Donc, les mesures suivantes sont considérées comme des pratiques exemplaires internationales permettant de cerner les problèmes dès le début du processus de production et d'y remédier aussitôt. Donc là, on veut savoir, pour vos employés, OK? Vous travaillez pour une compagnie qui produit des denrées alimentaires. Donc, est-ce que vos employés ont les connaissances? Ont-ils reçu une formation sur la manipulation et la salubrité des aliments? OK? Est-ce qu'ils connaissent les bonnes pratiques? Lavage de mains, porter un masque peut-être, oui, mais un filet pour la barbe, les cheveux, porter des vêtements aux survêtements, sarraux, veste de travail propre, l'origine, donc je viens d'en parler, OK? Les vêtements, la protection aussi pour les yeux, les gants, des choses comme ça. Sont-ils en santé lorsqu'ils sont au travail? OK? Si vous avez une personne qui est très malade, elle tousse, elle éternue, ça se retrouve dans la nourriture, bien, c'est pas très sain. OK? Puis vous ne voudrez pas avoir une personne qui a la gastro non plus qui travaille avec des denrées alimentaires. Puis l'engagement, donc la salubrité des aliments est-elle une priorité absolue pour la direction? Donc il faut, OK, puis ça pour les employés c'est important, s'ils sentent que la direction a à cœur, disons, la qualité du produit puis la salubrité du produit, bien, ils vont peut-être y faire plus attention. OK? Puis s'ils voient aussi qu'il y a des mesures mises en place pour, je n'ose pas dire punir, là, mais pour réagir s'il y a des manquements à des mesures de salubrité, OK, ben, les employés vont prendre ça plus à cœur aussi. S'ils voient qu'il y a du relâchement, que personne n'entretient l'environnement de travail, que c'est tout croche, que c'est sale, ben, ça te donne moins envie de faire attention. Votre établissement, donc la bâtisse elle-même, OK? Donc, les risques associés au traitement, au conditionnement et à l'emballage des aliments sont-ils compris? OK? Donc, toutes les étapes dans le procédé. Est-ce qu'il y a, OK, des problèmes? Donc, la propreté. Est-ce que l'établissement est propre et exempt d'organismes nuisibles, donc des insectes, des rongeurs? Matériel et flux. Les outils et les contenants sont-ils tous bien entretenus et sécuritaires pour le conditionnement des aliments? Les aliments sont-ils placés de façon sécuritaire d'un endroit à l'autre? Donc, quand on prend un aliment d'une place à l'autre, donc par exemple, si on reçoit les aliments, on va dire soit crus ou non transformés, puis toutes les étapes de transformation à l'emballage final, puis à la distribution, bien, il faut s'assurer que tout ça respecte les normes de salubrité, chaîne de froid, etc. Entretien, votre bâtiment est-il bien construit et bien entretenu tant à l'intérieur qu'à l'extérieur? Vous allez me dire, ben là, si je fais de la bouffe à l'intérieur, pourquoi je me préoccuperais de l'extérieur? Bien, l'extérieur, s'il y a des murs qui sont abîmés, est-ce qu'il y a de l'infiltration d'eau qui pourrait créer de l'humidité et de l'émoissure? Est-ce qu'il peut y avoir des espaces où des insectes, des rongeurs vont s'infiltrer? Donc, oui, l'extérieur, c'est important, puis l'intérieur, de toute évidence, aussi. Puis les manipulations, donc, quelles sont vos procédures de réception, d'entreposage et de chargement pour les aliments? Quelles sont les mesures de contrôle pour chaque étape? Donc, on veut s'assurer, encore une fois, respecter la chaîne de froid, par exemple. Puis vos procédures, OK? C'est plate à dire, mais quand vous avez, par exemple, une compagnie qui fait des produits alimentaires, bien, il faut organiser une structure qui va pouvoir gérer les plaintes. Parce que s'il y a une plainte, ça veut dire qu'il y a un problème. Puis vous voulez régler ce problème-là rapidement. Donc, si, OK, au sein de l'entreprise, il y a une structure mise en place pour recevoir les plaintes, donc si un consommateur, par exemple, je ne sais pas moi, ouvre un Tetra Pak de jus, OK, ou d'un breuvage quelconque, puis il réalise qu'il y a des belles grosses moisissures dessus, puis il y en a 2-3 qui appellent dans la même semaine, bien, il faut réagir. Il y a peut-être un problème de contamination dans votre chaîne de production, donc il faut s'assurer de ça. Donc, il faut avoir une structure pour recevoir les plaintes. C'est sûr que dans un monde idéal, on voudrait ne pas en avoir de plaintes, mais il faut être prêt à les recevoir. Puis ensuite, les rappels. Avez-vous mis en place des procédures pour effectivement rappeler des aliments qui ne sont pas salubres? Donc, si on réalise effectivement que, par exemple, que tous les Tetra Pak, je reprends mon exemple, de jus qui ont été produits telle journée ou telle semaine sont contaminés, bon, il faut avoir une espèce de liste, OK, qui a reçu ces boîtes de jus-là, puis comment on peut, par exemple, faire un rappel efficace. Donc voilà, c'est un petit infographique intéressant. Puis, j'ai oublié dans le fond, je vais vous montrer l'infographique, mais vous avez aussi là, tout le texte qui vient avec ça, OK? Puis un guide par étape pour la préparation d'un plan de contrôle préventif. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire, OK, au sein de votre entreprise, au sein de votre compagnie, pour avoir un plan comme celui-là. Donc, si vous cliquez sur ce lien-là, vous allez avoir toutes les étapes
comment faire votre propre plan au sein de votre entreprise. J'ai fait une petite entrevue avec Audrey, vous la connaissez bien. Elle vous a donné la formation MAPAC aussi. Donc, je vais mettre un petit lien ici pour que vous puissiez aller cliquer dessus et voir l'entrevue que j'ai faite avec Audrey. Sinon, là, je pourrais vous rendre disponible cette capsule vidéo-là sur Léa. Mais c'était très intéressant. Donc, Audrey me parlait justement de tout ce qui est salubrité alimentaire, du travail du MAPAC, etc. Donc, allez voir ça. C'est intéressant, puis c'est le fun de voir votre prof ou vos profs qui jasent ensemble. Donc, au Québec, on a le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, MAPAC. Donc, les inspections, salubrité des locaux, des outils. Donc, ça, c'est les différentes tâches qu'ils vont faire ou qu'ils peuvent faire. Vérifier les températures d'entreposage. Donc, il faut s'assurer, par exemple, c'est bien beau avoir un réfrigérateur, mais si le réfrigérateur fonctionne plus ou moins bien et que la température dans le frigo est de 8 ou 10 degrés, c'est pas super. Donc, il y a des petites évidences. On doit faire des inspections, des vérifications, puis prendre tout ça en note. Les pratiques de salubrité dans la préparation des aliments. Donc, quelles sont les normes de travail dans l'usine? Quelle est la formation peut-être des employés qui travaillent avec ces aliments-là? Conformité de l'empaquetage et de l'étiquetage. L'étiquetage doit être fidèle à ce qu'il y a dans le produit. Puis aussi, bien, faire des prélèvements d'échantillons pour analyse. Donc, on veut vérifier l'innocuité des aliments, vérifier la salubrité des lieux, vérifier la propreté des équipements. Donc, on va tout faire ça. Et ce sont les inspecteurs du MAPAC qui peuvent le faire. Vous avez le site web où on vous présente un petit peu ce qui peut être fait lors de l'inspection des aliments. Puis vous avez une petite vidéo ici que je vous invite à aller voir qui explique un petit peu le rôle de l'inspecteur et de ce qu'il peut faire. Vous avez des organismes internationaux comme la FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations. Donc, vous avez le code alimentaire, il l'appelle comme ça, ou Codex Alimentarius. Donc, vous l'avez ici, le code alimentaire, les normes internationales. Donc, comment on fonctionne ici, la résistance aux antimicrobiens, aliments pour les animaux, les contaminants, nutrition et étiquetage, pesticides, les biotechnologies dans l'alimentation. Donc, vous avez plein d'informations. C'est intéressant d'aller jeter un coup d'œil. Donc, vous avez ensuite un document assez important là, sur les General Principles of Food Hygiene, donc les grands principes généraux sur l'hygiène alimentaire. Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-dessus, je peux l'ouvrir pour vous. Donc, vous avez, c'est un document là, en 10 modules, donc avec beaucoup d'informations là-dessus, comment gérer le tout. Donc, vous pouvez aller jeter un œil là-dessus. Ensuite, l'ICMSF, donc un autre organisme international. Donc, il y a une petite vidéo de présentation, vous pouvez aller la voir. Mais vous avez le guide simplifié pour la compréhension et l'utilisation des objectifs de sécurité sanitaire des aliments et des objectifs de performance. Donc, dans ce document-là, un document de l'organisme international, c'est la Commission internationale pour la définition des caractéristiques microbiologiques des aliments. Donc, les bonnes pratiques et HACCP, je vais expliquer ce que c'est dans quelques instants. Bon, vous avez encore une fois plein d'informations. Allez jeter un coup d'œil, c'est une quinzaine de pages, fait que c'est quand même lourd, mais au moins je vous ai mis la version en français. Fait que vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-dessus. Donc, en parlant des HACCP, les HACCP, si on veut le mettre en français, c'est les points de contrôle critiques au sein d'une entreprise de production alimentaire ou d'une chaîne de production alimentaire. Quels sont les points critiques où il pourrait y avoir des problèmes, par exemple au niveau microbiologique? Je donne un exemple. Vous travaillez dans une usine, puis vous faites des pâtés au poulet. Donc, du moment, par exemple, où vous recevez le poulet, donc, ou les poitrines de poulet, ou peu importe, donc, est-ce que la chaîne du froid est respectée? Vérifier la salubrité de tous les équipements qui sont utilisés pour, par exemple, couper le poulet cru. Vérifier si la température, par exemple, de cuisson est adéquate. Est-ce que les ingrédients autres, donc la pâte, les légumes, peu importe, tout ça
est salubre. Il n'y a pas de problème de contamination des aliments. Est-ce qu'une fois que le pâté est cuit, emballé, enveloppé, puis expédié, donc encore une fois, est-ce qu'on respecte toutes les normes de salubrité, de chaîne du froid? Donc, au sein d'une entreprise, il faut identifier les points critiques où on doit faire des analyses et du contrôle pour s'assurer de la qualité de nos produits et de l'innocuité de ces produits-là pour les patients. Pour les clients. Mon petit côté médical qui ressort. Les normes, il y a des normes ISO, 22 000, 17 025. Donc, la norme ISO 22 000, donc c'est pour le management de la sécurité des denrées alimentaires. Donc, je vous invite à aller les consulter. Vous pouvez aller voir des petites vidéos explicatives aussi. Donc, on vous dit à quoi sert la norme ISO 22 000. Donc, c'est un petit peu là, avec toute l'internationalisation du marché. Donc, on veut s'assurer que les produits que l'on reçoit aient été produits, aient été transformés dans des usines qui respectent ces normes-là. Okay? Donc, on s'assure que ce que l'on reçoit, par exemple, si nous on reçoit des pizzas congelées en provenance des États-Unis, donc si eux respectent ces normes-là, on peut du moins espérer que la qualité va être au rendez-vous. Même principe pour les normes ISO 17025. Dans ce cas-ci, c'est plus pour les laboratoires d'analyse, d'étalonnage. Donc, on veut s'assurer que les labos qui font les analyses et tout ça soient eux aussi, ou respectent eux aussi certaines normes. Puis, le renforcement des acquis, conformité aux normes de salubrité des aliments. Donc, encore une fois, je vous ai mis une référence gouvernementale canadienne pour compléter là, votre recherche d'informations, donc des normes sur la salubrité des aliments du Canada pour importation et exportation, production, emballage et distribution et la vente des aliments. Donc, il y a plein d'informations, encore une fois, là-dessus. C'est sûr qu'on ne pourrait pas faire le tour là, en quelques heures, mais sachez où est cette information-là. C'est sur Santé Canada. Là. Puis, vous pourrez vous y référer plus tard. Voilà, ça termine.